Bien, alors un peu comme Catherine l'a fait pour l'astrophysique spatiale, je vais essayer de vous présenter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans le périmètre, entre autres, en particulier des deux labos, pour l'exploration du système solaire, et donc vous montrer un peu comment, finalement, ces activités ont pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Alors je vérifie que ce machin marche, je ne suis pas très doué avec ce truc. Bien. Alors commençons déjà par le commencement, un peu comme Catherine là aussi. Qu'est-ce qui s'est passé au début de cette histoire? Il faut voir que c'est une histoire qui, en fait, pour nous, pour le système solaire, a commencé de fait avec le premier Spoutnik. L'exploration spatiale du système solaire, ça commence essentiellement même en 1958 avec les premières missions vers la Lune. Et peu de temps après, bon, vous avez de même qu'il y a eu la création du CEA en 1945, en 1961, De Gaulle décide de créer le CNES, qui est le deuxième EPIC. Donc, c'est des entités qui ont une vocation à la fois industrielle, parfois militaire, mais aussi scientifique. Il y a une différence majeure entre le CNES et le CEA. C'est que la date de création n'est pas la même. Et donc, entre-temps, il s'est passé quelque chose, qui est que lorsque le CEA a été créé, le CNRS, en fait, n'existait pas encore, puisque créé en 1939, mais de fait en 1945, puisque entre-temps, il y a eu quelques épisodes qui n'ont pas permis vraiment de développer ce genre de choses. Et donc, 16 ans plus tard, on est en 61, le CNES est créé, mais il y a maintenant un acteur majeur de la recherche en France qui est le CNRS. À l'époque, les universités ne sont pas encore très moteurs, ça viendra plus tard. Et donc, il y a une décision qui est prise, qui est qu'il n'y a pas de laboratoire CNES, contrairement au CEA. Et donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est que finalement, le CNES s'occupe de tout ce qui est programme, des lanceurs, des contributions instrumentales qui financent en grande partie, mais il s'appuie sur ce qu'on appelle des laboratoires spatiaux qui passent des contrats avec le CNES pour réaliser les instruments. Alors à l'époque, essentiellement, il y avait, enfin très rapidement, ça sera surtout des laboratoires CNRS et en l'occurrence des unités propres du CNRS, et donc un labo CEA, le SAP, je crois que c'est le seul, qui a fait du spatial chez vous. Et donc le schéma est effectivement très spécifique. Alors le CNES est créé en 61, très rapidement, il y a un personnage qui apparaît dans le paysage, qui est Jacques-Émile Blamont, qui essaye de mettre en place un programme scientifique. Alors comme l'a dit Catherine, au début, c'est des choses qui, avec des moyens relativement modestes. Tout comme le CEA, le CNES met en place pour la météo, pour l'observation de la magnétosphère, tout un programme de fusée sonde et de ballons. Il y a aussi déjà pas mal d'activités en physique solaire. Et on voit donc la mise en place du premier labo spatial français dans le domaine de l'exploration du système solaire, qui est le service d'aéronomie, bien planqué au milieu du bois de Verrières, pour être le plus loin possible de toute université et tout étudiant. Et donc, ça se passe en vase clos. C'est un petit microcosme où on développe des instruments et des expériences un peu dans son coin. Alors, un événement qui va se produire en 68 et qui nous intéresse directement, c'est donc les événements de mai 68, où il n'y a pas que lui, mais disons que les méthodes de direction de M. Blamont au service d'aéronomie, où il s'occupait rigoureusement de tout, font débat, et ceci est un euphémisme, et ça aboutit carrément à la mitose de ce laboratoire en deux laboratoires qui se partagent le réduit de Verrières, qui se partagent les IT, qui se partagent les chercheurs. Chacun va là où son cœur l'appelle, pas forcément d'ailleurs uniquement sur la base des thématiques scientifiques, et donc vous vous retrouvez avec deux labos, le service d'aéronomie maintenu, canal historique, toujours des... Oula, c'est bizarre ce truc, dirigé par Blamont, et un nouveau labo qui est le LPSP, Laboratoire de physique stellaire et planétaire, lui dirigé par Roger Bonnet, qu'on va retrouver plus tard. Et c'est ce laboratoire, en l'occurrence, qui va être l'un des éléments qui va contribuer à la formation de l'IS. En 1975, autre élément majeur, la création de l'Agence spatiale européenne, donc ESA, European Space Agency. Ça vient en fait, alors comme l'a dit Catherine, il y a eu un petit programme scientifique avant, qui était d'ailleurs l'ESRO et pas l'ELDO, mais le problème majeur qui est apparu, qui a conduit à la création de l'ESA, c'est que le programme de lanceurs européen était un désastre absolu. On essayait de construire des lanceurs avec un étage français, un étage anglais, un étage allemand qu'on mettait ensemble sur le pas de tir.
un échec, 2 échecs, 3 échecs, ça devenait insupportable. L'Europe essayait d'exister face aux 2 monstres, Union soviétique et États-Unis, et donc il a fallu tout remettre à plat. Ça a été donc la création de l'Agence spatiale européenne, où d'ailleurs le CNES et la France ont joué un rôle majeur, puisque la France payait 60% du programme de développement du lanceur Ariane. Après, les Allemands en particulier ont volé au secours de la victoire et ont pris une place prépondérante, mais une fois que ça a commencé à marcher. Au début de l'ESA, donc, et même un peu avant, il y a eu quelques missions, mais il faut bien voir que c'était un peu du coup par coup. Il y avait effectivement Cosby, il y a eu des choses très bien, mais il n'y avait pas véritablement un programme. Et donc, et en particulier dans le domaine qui me préoccupe, qui est l'exploration du système solaire, vous allez voir que finalement, la toute première mission d'exploration du système solaire, c'est en 85. Donc, on n'en est pas encore là. Alors, avançons d'un cran, la situation va radicalement changer un peu plus tard. Mais dans toute cette période, il faut bien voir que l'Europe est dans une situation de strapontin. Il n'y a pas d'autre terme. Vous avez 2 acteurs majeurs dans l'exploration du système solaire, les États-Unis et l'URSS, qui se tirent la bourre vers la Lune, vers Vénus, vers Mars, avec un certain nombre d'échecs, en particulier pour les Soviétiques. Et là-dedans, nous, on voit passer les flèches et les Indiens à gauche, à droite, à gauche. On fait, oh, ah, la belle bleue, la belle rouge. Mais ça fait que, finalement, la participation de l'Europe et de la France à l'exploration du système solaire, ben, finalement, c'est pas évident. Puisque, quelque part, on est tributaire d'autres acteurs qui ont leurs propres priorités. Alors, quels sont, grosso modo, les principaux points d'accès pour la communauté française? Vous avez tout d'abord quelque chose qui, à l'époque, a un rôle très important. Il faut que j'arrive à trouver le pointeur, voilà. C'est le programme d'analyse des échantillons lunaires collectés par Apollo. Donc, ces 6 missions volées entre 69 et 72 ont ramené des dizaines de kilos d'échantillons et il y a la possibilité d'intervenir sur l'analyse. Donc là, ce sont des labos, effectivement, de minéralogie, de chimie. En France, il y en a 5 ou 6 qui réussissent à obtenir des échantillons, et en particulier un sur Orsay, qui est installé dans un labo de physique nucléaire, le CSNSM, qui à l'époque s'appelait Laboratoire Bernas, et une petite équipe autour de Michel Morette, qui revient des États-Unis, où Jean-Pierre Bibring, ici présent, et moi sont présents, est associé à cette affaire-là. Mais c'est du spatial quasiment par procuration. À l'époque, d'ailleurs, Paris Sud, au niveau des sciences de l'univers, c'est pas énorme. Il y a une petite équipe d'astronomie autour de Kourganov. Vous avez un gros département sciences de la Terre. Mais le cœur de cible de Paris Sud, c'est plutôt la physique nucléaire, la physique des particules, la physique des solides. Enfin, il y a d'autres thématiques qui sont nettement plus en avant. Alors, quels sont les autres points d'entrée? Vous avez le programme Voyager, un programme américain, le survol des 4 planètes géantes, lancé en 1978. Là, c'est plutôt les atmosphères planétaires, en particulier l'Observatoire de Paris avec le DESPA, qui est devenu l'ESIA, qui se raccroche par cette filière et qui essaye de commencer à développer des programmes scientifiques. Au niveau de la physique solaire, même combat, c'est plutôt des programmes américains, en particulier ce qu'on appelle les Orbiting Solar Observatories, et en particulier OSO 8, avec une contribution du LPSP, le labo dont je vous ai parlé, issu du service d'aéronomie. Et en parallèle, il y a aussi des missions soviétiques en physique solaire avec des contributions du SAP. Il y a des petites collaborations qui commencent à se mettre en place. Tout ça, bien entendu, ça s'accompagne de possibilités de petites contributions via les fusées sondes des ballons du CNES. Il y avait aussi, en parallèle, les fusées et les ballons du CEA dans le domaine de l'astrophysique, mais pour tout ce qui est magnétosphère, observation du soleil, c'est le programme CNES qui fait ça. Alors toute cette phase-là, vous allez dire, c'est assez modeste au début, mais il faut bien voir qu'il faut marcher avant de courir. Donc toute cette phase-là, c'est finalement le développement des communautés. Comment on va créer les futurs cadres de ce qui va se passer par la suite. Parce que si vous... il y a eu d'ailleurs des épisodes bien connus comme le plan Soleil de Giscard en 1974. Vous mettez des milliards à un endroit où il n'y a personne, et bien vous foutez le fric à la poubelle. Il faut des gens capables de mettre en place et de mener à bien des programmes majeurs, et ça ne s'invente pas en 3 minutes. La situation, elle va changer essentiellement. Le tournant, je dirais, pour l'exploration du système solaire en Europe et en France, c'est la période 80-85. Il se passe en parallèle plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez en juillet 80 la sélection de la toute première mission d'exploration du système solaire par l'Agence spatiale européenne, qui est la mission Giotto.
C'est donc une mission très ambitieuse, le survol du noyau de la comète de Halley à 600 km de distance. Il faut voir que la vitesse relative fait 76 km par seconde. C'est extraordinairement rapide, donc on va passer quelques minutes près de la comète, mais on va réussir quand même à faire des choses très bien. Et en parallèle, vous avez les soviétiques qui, finalement, décident d'ouvrir une mission majeure, qui est la mission Vega, qui combine une composante d'étude de Vénus avec un ballon et un survol de la comète de Halley. C'est une idée vraiment très intéressante qu'ils ont mis en place. Et là, pour le coup, ils l'ouvrent à la collaboration internationale. On peut candidater, proposer des expériences, et en particulier, donc bien entendu, le service d'aéronomie s'intéresse beaucoup au projet Vénus, et pour le LPSP, avec des gens aussi du CSSM, en particulier Jean-Pierre Bebring, on contribue au spectromètre infrarouge IKS. IKS, ça veut dire Infrakrasnoye Spectrometer, en russe. Mon accent n'est pas terrible. Et donc, ça fait une contribution. Il y a une autre contribution, on met un petit orteil dedans d'une manière extravagante, qui est le revol du spectromètre de masse dédié à l'analyse des grains cométaires sur Giotto. Les Allemands le proposent aux Soviétiques pour le faire voler sur les deux sondes Vega, puisqu'il y a deux sondes Vega et une sonde Giotto qui passent quasiment en même temps à travers la comète de Halley. Sauf que, on est donc en 82-83, il y a la crise des fusées SS-20 avec les Russes, et les Allemands, qui sont encore complètement dans l'orbite américaine, refusent de financer quoi que ce soit avec les Américains. Et vous avez un montage assez extraordinaire, où c'est la France qui paye un industriel allemand pour faire 2 modèles supplémentaires qui vont voler sur les missions soviétiques. Et effectivement, le prix à payer pour ça, c'est de faire rentrer des scientifiques français dans l'équipe scientifique, dont je fais partie, et j'en suis fort content. Mais bon, c'est des montages qui sont assez étonnants, nous dirons. Là-dessus, arrive 83, alors il y a notre directeur du LPSP, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Roger Bonnet, il devient directeur scientifique de l'ESA et va le rester 20 ans. Alors il va jouer un rôle assez majeur, il faut bien le dire, puisqu'il a l'idée, pour des raisons, entre autres, parce qu'il se sentait confusément que son projet fétiche, qui était SO, allait se faire battre dans la compétition, mais aussi pour des très bonnes raisons, qu'il fallait mettre en place un vrai programme. C'est-à-dire quelque chose à long terme, qu'on puisse montrer aux politiques en disant voilà ce qu'on vise, où les communautés puissent se dire ok, on a un projet, mais on sait où on va. Et donc, vraiment, on peut dire que c'est lui qui a créé un programme d'exploration du système solaire et d'astrophysique à l'ESA, qui a mis l'ESA, finalement, un peu par défaut, puisque les soviétiques vont disparaître du paysage, en deuxième position dans la recherche spatiale internationale. Il a d'ailleurs obtenu, par ce biais, le doublement du budget scientifique de l'agence. C'est donc un résultat majeur. Et qu'est-ce qu'il met en place avec la communauté scientifique? 4 très grands programmes, pierre angulaire, Herschel, dont a parlé Catherine. Vous avez également XMM, également mentionné dans l'ordre d'ailleurs, XMM puis Herschel. Herschel qui ensuite va être associé à Planck. Mais pour l'exploration du système solaire, vous avez 2 programmes majeurs, SO et Cluster, qui sont mis ensemble, en l'occurrence essentiellement pour éviter la compétition, parce que la synergie entre les deux, elle est réelle, mais elle est un peu factice. Et évidemment, là, les équipes solaires du LPSP vont être très fortement impliquées, mais aussi alors un projet très ambitieux, qui est un retour d'échantillons cométaires, qui devait être fait à 50-50 avec la NASA, et qui est devenu Rosetta, rendez-vous cométaire, parce que la NASA nous a laissé tomber en plein milieu, chose d'ailleurs qu'ils font assez régulièrement sur d'autres programmes. Ils l'ont fait pour un autre projet qui s'appelle Ulysse, où il y avait 2 sondes, une américaine et une européenne. Ils ont tiré la carpette, il n'y a plus la sonde américaine. Néanmoins, nous voilà avec des programmes majeurs qui sont en place, qui permettent de voir à long terme et qui changent complètement la donne. Alors, un peu en parallèle, vous vous retrouvez avec cette idée, bon, maintenant il y a un programme. Comment on va pouvoir au mieux l'exploiter scientifiquement en France? Eh bien, il y a déjà quelques labos spatiaux qui existent, mais il y a aussi l'idée qu'on peut et on doit faire mieux. Et effectivement, c'est vers 85 qu'un certain nombre de gens, dont Jean-Pierre Bebring qui est dans la salle, ont l'idée de faire un grand laboratoire d'astrophysique spatiale à Orsay. Alors, quelles sont les motivations de cette affaire? Ben, la première, c'est que vous avez un labo spatial
qui existe, qui s'appelle le LPSP, donc dans son réduit à verrière bien planqué, qui a beaucoup d'IT, 70. Enfin, c'est pas beaucoup pour le LAL ou pour l'IPN, mais pour l'Astro, c'est beaucoup. Et vous avez dans ce laboratoire 14 chercheurs. Donc là, vous avez un vrai déséquilibre entre la force de proposition à ma gauche et la capacité de réalisation à ma droite. Et petit à petit, d'autres équipes viennent faire réaliser leurs expériences. Par exemple, IKS, on l'a bien mentionné, une autre manip qui va arriver derrière. Et finalement, on se dit, mais ça ne colle pas vraiment. Cette idée qu'un labo se retrouve à faire de la prestation de service, ça ne marche pas. L'autre élément, c'est que à cette époque-là, vous avez uniquement des labos propres, comme labos spatiaux. Vous en avez un qui est le DESPA, qui est avec l'Observatoire de Paris, le SAP avec le OCEA, tout le reste, c'est des labos propres CNRS. Et donc l'autre motivation, c'est de se dire, on va essayer d'implanter un labo spatial dans le contexte universitaire Paris-Sud. Et ça, c'est une nouveauté. Donc, tout ça aboutit à l'idée qu'on va créer un nouveau laboratoire sur le campus de Paris-Sud à Orsay, qui va s'appeler Institut d'astrophysique spatiale. L'un des éléments qui apparaît très vite, c'est que dans cette compétition internationale qui se met en place, dans ces programmes qui se développent, où il va falloir trouver sa place, il faut des arguments techniques. Et en particulier, ce qu'on va mettre en place pour l'IAS, c'est cette idée d'avoir une station d'étalonnage qui utilise quelque chose de très spécifique au contexte d'Orsay, qui est le faisceau synchroton du LUR. Il a fermé en 2003, mais pendant 14 ans, on a pu en bénéficier pour étalonner, avec des sources parfaitement calibrées, tous les instruments spatiaux qu'on développait dans le labo. Et ça a été un argument très important, en particulier pour rester à Orsay, parce que à l'époque, l'aménagement du territoire voulait nous mettre à Toulouse ou je ne sais pas où, ce qui n'aurait pas été terrible. Alors, comme je l'ai dit, d'entrée, on envisage un vrai partenariat avec l'université. Donc c'est une UMR, c'est l'une des premières de France, et en tout cas la première du campus, parmi les premières. Ça permet d'avoir un lien fort avec l'enseignement. L'IS a contribué à mettre en place toute une série d'enseignements aux différents niveaux, licence, maîtrise, troisième cycle, liés aux technologies du spatial, avec entre autres le Master OSAE et d'autres. Et petit à petit, d'ailleurs, on peut noter que ce modèle s'est imposé partout, et en particulier, comme l'a dit Catherine, SAP est devenu lui-même une UMR, mais en 2005, c'est-à-dire 16 ans plus tard. Finalement, cette idée que le spatial, c'est bien aussi en tant qu'outil de formation, en particulier sur de la technologie de pointe, c'est quelque chose qui paraît aujourd'hui évident, mais qui à l'époque ne l'était pas du tout. Le LPSP, il était dans son bois, il n'était pas en plein cœur d'un campus. Donc, l'affaire avance bien. Ça va très très vite. 85 l'idée, 88, 3 ans plus tard, vous avez la station d'étalonnage. 89, 4 ans plus tard, on s'installe, 80 personnes qui s'installent dans les nouveaux locaux. Quand on voit ce qui se passe sur Paris-Saclay, parfois il y a des choses qui prennent un peu plus de temps. Progressons. Alors pour l'IAS, et on va le voir aussi pour SAPIM dans ce domaine-là, c'est un succès qui se dessine très rapidement. Mais vous allez voir que parfois, comme l'a dit d'ailleurs notre introducteur, il faut faire preuve d'un peu de patience. Alors, même schéma, vous avez, dès 85, en fait, l'URSS, dès qu'il lançait une mission, ils ouvraient la suivante à la collaboration. Donc, une première mission, c'est la mission Phobos. Qu'est-ce que c'est que Phobos? C'est une tentative de se poser sur le satellite Phobos, tout en observant Mars au passage. Il y a 2 énormes sondes, elles font chacune 4 tonnes. Donc, ils accueillent à bras ouverts la Terre entière et ses environs. Et en particulier, donc, une manip du futur IAS, puisqu'on vient d'être en place quasiment à ce moment-là, en tant que labo mur, qui s'appelle ISM, également un spectro-infrarouge, mais ce coup-ci, un spectro-imageur, qui va faire à la fois des images et des images dans toutes les longueurs d'onde. Alors, ça ne va pas durer très longtemps. On va obtenir très exactement 7 cubes de données, ou non, 11 d'ailleurs, pour être précis, avant que la mission... il y en a une qui s'était perdue en route et la deuxième s'arrête rapidement, mais néanmoins, c'est un élément fondamental, parce que dans le spatial, quand vous avez démontré la capacité d'avoir une expérience dans un certain domaine, après, vous avez la référence. Qui a volé, volera. C'est pas que ça, mais ça joue énormément. Pouvoir dire, on a déjà fait une expérience qui a marché dans ce domaine, c'est un atout énorme. Donc ISM nous a mis le pied à l'étrier pratiquement pour toutes les autres
expériences qu'on a fait voler dans ce domaine. Un an plus tard, on arrive en 86. Vous avez la sélection des expériences pour donc le grand observatoire solaire qui a été décidé comme pierre angulaire. Et évidemment, l'IAS en tant que successeur du LPSP. Bon, le fait que l'ex-directeur du LPSP soit le directeur scientifique de l'ESA ne joue évidemment aucun rôle, mais c'est vraiment l'endroit où il y a la compétence. Et vous avez 3 très grosses expériences qui sont en fait les 3 principales contributions françaises à cet observatoire, qui sont faites par l'IAS, dont 2 en PI. PI, c'est responsable scientifique, ce que Catherine était pour ISOCAM. GOLF, c'est la sismologie solaire. EIT, c'est de l'imagerie UV. Et SOMER, c'est de la spectroscopie. Et donc, quelque chose qui va aboutir avec un lancement en 1995 et des opérations qui continuent encore aujourd'hui. Ce qui démontre d'ailleurs que les manips qui ont été faits par l'IAS, du point de vue qualité technique, ça va à peu près, puisqu'on en est maintenant à plus de 20 ans en orbite sans trop de dégâts. En 88, vous avez une autre mission qui arrive dans le paysage, qui est la sélection de Huygens, la sonde d'entrée dans Titan, qui est sélectionnée par l'ESA. Alors là, on n'est pas directement impliqué, ni l'IAS ni le SAP, mais comme c'est une collaboration avec la NASA, ça nous donne une porte d'entrée vers l'orbiteur Cassini, qui lui est américain, où les Européens peuvent candidater en tant que partenariat sonde Huygens, orbiteur Cassini. Et là, vous avez 2 contributions, le spectrométrie majeur VIMS, où, entre autres, grâce au succès d'ISM, on peut entrer de plein pied avec 6 team members sur 20, donc vraiment une contribution très importante. Et ça, c'est donc dans l'infrarouge proche, et une contribution du SAP dans l'infrarouge lointain, qui est le spectromètre CIRS, qui lui s'intéresse plutôt directement à l'atmosphère de Saturne, avec aussi des intérêts sur Titan. Alors là où vous voyez les échelles de temps, donc Cassini, Huygens sélectionné en 88, le lancement c'est 97, la mise en orbite autour de Saturne c'est 2004, et la fin de la mission c'est 2016. Donc vous avez à peu près 30 ans entre la première idée avec Daniel Gauthier, qui malheureusement est décédé récemment, qui a porté ce projet à bout de bras pendant pratiquement 7-8 ans en nous bassinant avec Cassini matin, midi et soir, mais il en faut des comme ça. Et 30 ans plus tard, on a l'ensemble du retour scientifique. Alors, du côté soviétique, on continue la série. 85, c'était Phobos et ISM. On lance Phobos en 88, hop, on ouvre la suivante, qui est censée être la mission Mars 92. Alors là, vous touchez du doigt quelques-uns des aléas du spatial. On est en 88, peu de gens se doutent à l'époque qu'un an plus tard, il n'y a plus d'Union soviétique. Donc tout ça conduit à une histoire extrêmement complexe avec des reports. Mars 92 devient Mars 94, puis Mars 96. Finalement, ça finit par être lancé avec un très gros instrument de l'IS à bord qui s'appelle Omega, dont le PI est ici, c'est Jean-Pierre. Et donc cet instrument-là, on se dit, chic alors, on va enfin avoir des données, badaboum, la sonde se plante au lancement et on perd la mission. Alors c'est pas gai. Qu'est-ce qui se passe derrière? On se dit, il n'y a pas que nous, heureusement, toute l'Europe était sur cette mission. Les Italiens, les Allemands, les Français, pratiquement, il y avait la moitié de la charge utile venait d'Europe occidentale. Et donc, il se crée un schéma qui va permettre de faire revoler les modèles de rechange de ces instruments, plus quelques nouveaux instruments, en particulier un radar, sur une nouvelle mission européenne qui s'appelle Mars Express, qu'on fait rentrer au forceps dans le programme, une histoire invraisemblable. Elle n'est pas sélectionnée. Elle est décidée sans sélection, c'est la seule de toute l'histoire de l'ESA d'ailleurs. Et finalement, c'était d'ailleurs une fort bonne idée, c'est lancé en 2004, et cette mission-là, elle est encore en opération aujourd'hui, avec Omega qui marche encore. Nous sommes en 2020, donc vous voyez là aussi, une histoire qui commence en 88, hop, et qui n'est pas encore terminée. Alors c'est un succès scientifique majeur, je suis un pourfendeur du facteur d'impact, mais cette seule expérience a conduit à peu près une quinzaine, alors Jean-Pierre connaît peut-être le dernier bilan, d'articles dans Science and Nature. Bon, quand vous en avez à ce niveau-là, ça finit quand même par pouvoir dire quelque chose, surtout qu'ils font partie des articles les mieux cités de ces 2 revues dans les années correspondantes. Alors, avançons d'un cran. Juste, alors je ne vais pas y passer trop de temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est finalement le concept même, c'est quoi un laboratoire spatial? C'est cette idée qu'on associe des compétences techniques à
des objectifs scientifiques suffisamment larges pour justement avoir une respiration des projets par timing. Vous avez les projets spatiaux, ça prend 30 ans. Vous n'avez pas toujours le projet de chaque thématique au bon moment. Et donc, il faut avoir cette respiration large qui permet de garantir un plan de charge et de maintenir la compétence des équipes. Donc, au cœur du dispositif, les équipes techniques. J'ai parlé de la station d'étalonnage, on a également un centre de données et donc des équipes dédiées, thermiques, électroniques, mécaniques, optiques, dans tous les domaines. Autour, les objectifs scientifiques, cosmologie et milieu interstellaire, solaire et stellaire, système solaire exoplanète, et une équipe d'astrochimie qui est essentiellement une équipe qui travaille en labo, mais qui a des liens évidents via la matière extraterrestre et donc l'analyse d'échantillons avec le système solaire et les planètes, et aussi avec l'astro via la chimie de milieu interstellaire. Les grandes respirations, je vais en reparler un peu tout à l'heure si j'ai le temps, mais vous avez essentiellement Planck-HFI comme très grand projet dont a parlé Catherine. Avant, vous aviez SOHO. Juste après, vous avez Mars Express et Rosetta. Solar Orbiter vient derrière. Et finalement, aujourd'hui, c'est ExoMars et JUICE. Donc vous avez cette bascule où on a la physique solaire qui domine, puis la cosmologie, j'avance, puis un certain nombre d'autres projets qui prennent le relais. Alors, quelques belles images, moins que Catherine, mais je voulais quand même vous montrer quelques-uns des résultats. Donc, vous avez ici les belles images obtenues par EIT dans l'extrême UV sur le Soleil. En fait, c'est des films, je pourrais vous montrer. On voit le Soleil tourner pendant des années et des années avec SOHO. Les cartes de Mars obtenues par Mars Express. En bleu, c'est la glace d'eau. En rouge, c'est le gypse. C'est un minéral hydraté qui signale qu'il y a eu de l'eau liquide en surface, ce qui est très important. Et j'ai mis en bas les cartes de Titan dans l'infrarouge obtenues par Vims Cassini. Alors si vous regardez dans le visible, c'est une belle boule orange, vous ne voyez rien du tout. Et l'infrarouge vous permet de traverser les nuages. Alors l'IS n'a pas eu le temps de s'en occuper énormément. La raison pour laquelle je vous le montre, c'est justement parce que cette expérience nous a permis d'avoir le premier module de compression de données en vol sur une expérience planétaire. Et là aussi, ce créneau de compétences, qui à l'époque était extrêmement difficile à faire admettre. Les gens ne voulaient pas qu'on tripote leurs données, même si on retrouvait les mêmes à la sortie. Il a fallu que je me batte, croyez-moi. Et le fait que ça ait marché sur Vims, pareil. Toute l'Europe est venue ensuite nous chercher. La compression de données, c'est l'IS. Et donc, on a ce créneau de compétences qui nous donne le ticket d'entrée. C'est très bien d'être le meilleur scientifique du monde. Si derrière, vous n'avez pas la capacité de montrer que là, vous savez faire, vous n'êtes pas sélectionné. Alors, on va juste terminer par un petit bilan de ce qu'il y a en route. Alors, les programmes terminés ou déjà lancés. Alors, Planck, Catherine en a beaucoup parlé. Rosetta, donc, c'était ce retour d'échantillon qui est devenu un rendez-vous cométaire. 3 contributions IS, dont un en PI. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la célèbre photo de la surface du nouveau cométaire prise par les caméras de l'IS Shiva. Et également, à droite, vous avez des cibles qui ont été exposées autour de la comète. On s'attendait à avoir des tout petits grains, et on a vu arriver des pavés. Alors, c'est pas très gros, ça fait 1 centimètre. Mais des grains d'1 millimètre, c'était pour nous une surprise totale. On attendait quelques microns. Les autres programmes, très rapidement. Donc, Mars Express, j'en ai déjà parlé. Bepi-Colombo, orbiteur de Mercure, on a une contribution COPI, entre autres grâce à la compression de données. Le lancement, c'était il y a 1 mois. Alors, vous voyez que les programmes européens, alors qu'on était des strapontins jusqu'en 1985, l'Europe, c'est maintenant l'acteur majeur pour les programmes de l'IS, mais ce n'est pas exclusif. En particulier, vous avez eu un petit programme très réussi qui s'appelle Hayabusa 2, où on a été impliqué, et vous allez voir que ce genre de choses est appelé à se développer par la suite. Alors, parlons un peu du futur sur 2 aspects. Alors, les perspectives, elles sont très prometteuses dans le domaine de l'exploration du système solaire pour les 2 labos. Et d'ailleurs, SAPIM développe une application plus grande dans ce domaine qu'il ne l'a fait par le passé. En particulier, vous avez quoi? Vous avez des programmes qui ont déjà une longue histoire. ExoMars 2020, je pourrais faire 30 minutes sur l'histoire d'ExoMars et Jean-Pierre peut-être encore plus. Vous avez donc un instrument de microscopie infrarouge de grains collectés à la surface de Mars par ce véhicule qui a un objectif d'exobiologie. 2020, c'est la prochaine grande mission solaire. Donc à nouveau une respiration solaire, c'est Solar Orbiter. 3 contributions, une en PI et une en COPI.
pour l'IAS, et pour IAM, une contribution à l'instrument STIX, qui fait de la spectro-haute énergie du Soleil, et pour lequel, évidemment, IAM s'appuie sur sa compétence en astrophysique des hautes énergies, développée depuis Sigma, Newton, et toutes ces belles expériences dont a parlé Catherine. L'étape d'après, c'est JUICE, 2022, un orbiteur d'abord de Jupiter, puis autour de Ganymède. L'IAS et PI sur cette manip qui s'appelle MAGIS, spectroimagerie Wismir, donc le lointain descendant de la petite expérience ISM de 89, qui, elle, nous a permis de dire, oui, ça, on sait faire. Alors, juste un détail, il y a 10 expériences sur la sonde. MAGIS va contribuer à peu près 35% des données. Donc, c'est l'une des 10, mais ce n'est pas uniquement l'une des 10. Alors, tout ça, c'est l'Europe. Mais vous avez aussi des nombreuses opportunités. Vous avez le Japon, en particulier un projet en cours sur le retour d'échantillons de Phobos. Le lancement, c'est 2022 24. Bon, je me suis planté. Mais aussi, il faut voir que là, il y a des opportunités à foison avec la Chine, qui ont des programmes très ambitieux, et peut-être un jour aussi l'Inde ou le Brésil. Il y a déjà eu quelques programmes avec ça. Alors, les limitations, je n'ai pas le temps d'être trop pessimiste sur certains points, mais le budget du CNES n'est pas extensible à l'infini, et les potentiels techniques des labos, en particulier le maintien des potentialités dans les labos, encore moins. Donc, en fait, c'est ça la principale limitation. On nous sollicite rigoureusement de partout, mais il faut encore qu'on ait les équipes techniques, les compétences pour suivre le mouvement. Dernier transparent. Hop. Tout ça évolue, et en particulier, vous voyez arriver une nouvelle thématique, la thématique exoplanète. Alors ça a démarré avec la mission CORO, qui est une mission française, CNES, avec un soutien de l'ESA, qui détecte les planètes par transit. C'est-à-dire quand elles passent devant l'étoile, vous avez un petit creux dans la courbe de lumière. L'étape d'après, ça va être la mission Plateau, qui va regarder la masse et aussi le rayon, essentiellement du sol d'ailleurs, pour la masse, qui donne la densité. Vous avez une forte implication d'AIM, le traitement à bord et d'autres aspects. Là, je ne vais pas trop m'étendre. Et l'IAS est très impliqué dans l'étalonnage. L'étape d'après, c'est Ariel. Vous avez vu aussi sur le transparent de Catherine. Ça, c'est 2026. Vous voyez, on est déjà en train de se projeter dans 10 ans. Et la fin de la mission, c'est peut-être dans 20 ans. Et là, c'est quelque chose de tout à fait majeur. Ça va être la première caractérisation spectroscopique des exoplanètes. On va enfin passer, je dirais, à un peu plus de physique de ces objets. Là aussi, les deux labos sont très impliqués. AIM a la responsabilité d'un canal qui couvre 2 des bandes de longueur d'onde, entre 2 et 4 et 4 et 8 microns. Et l'IAS est impliqué au niveau de l'instrument scientist et de l'étalonnage. Tout ça pour vous dire que finalement, avec cette nouvelle thématique, toute cette thématique de l'exploration du système solaire, petit à petit, elle se met dans un contexte plus large. C'est plus le système solaire tout seul. C'est le système solaire en relation avec les autres systèmes planétaires, les autres étoiles. On a finalement aujourd'hui, et c'est mon dernier point, cette convergence entre la planétologie comparée des systèmes planétaires, dont notre système évidemment le mieux connu, mais également la physique solaire et la physique stellaire, le Soleil étant l'étoile la plus facile à étudier. Et je m'arrête sur ce point.